Bon, j'ai essayé de comprendre Elden Ring et c'est dégueulasse, hein. Enfin, si vous êtes fan de fantasy comme moi, c'est très intéressant, surtout que George R.R. Martin de Game of Thrones a participé au scénario, donc c'est prometteur. Et oui, comme tout le monde le dit, c'est très beau, mais c'est franchement un univers de détraqué. Genre, tu rencontres des jumeaux mutants, il y a des gens qui pourrissent de l'intérieur, des types qui se grèvent des bras partout, une femme qui mange des yeux putréfiés, des gens transformés en poupées esclaves sexuels, ou encore ce mec qui aspire l'âme de ses victimes par leur anus. Je vous jure que j'exagère pas. Je vous avoue qu'au début, comme la plupart des joueurs, j'ai rien compris, donc je viens de me taper 2 semaines de recherche, et c'est encore plus taré que ce que je croyais. Je vais vous raconter tout ça et vous allez voir, on va bien rigoler parce que je fais des blagues aussi. Et si vous connaissez des gens qui cherchent des acteurs pour faire des scènes, vous leur partagez la vidéo de Bibi, les gars, parce que je suis chaud. Et pour pouvoir rentrer en profondeur dans cette histoire de zinzin, voilà d'abord l'expérience classique d'un joueur Elden Ring résumée à la sauce Nibor. Donc évidemment, il va y avoir des spoilers, mes petits génies. Allez, d'abord, on crée le personnage qui va servir de serpillière à des centaines d'ennemis. Petite cinématique qui nous montre une femme puis un homme en train de balancer des coups d'une espèce de marteau. Une voix dit que le cercle d'Elden est brisé, que la reine Marika est introuvable et que pendant la nuit des couteaux noirs, Godwyn le Doré a été le premier à périr. Jusque-là, je comprends pas plus que vous. La voix continue nous explique que du coup, les différents héritiers de Marika, des demi-dieux, pètent un plan, récupèrent des runes du cercle d'Elden et se déclarent tous la guerre. Donc des batailles ont lieu, mais personne n'en sort vraiment vainqueur, et cette période de trouble entraîne en plus une sorte d'abandon par la volonté suprême. C'est-à-dire... eh ben on n'en sait pas plus. Mais ce qu'on sait, c'est que maintenant sont invités à participer au game les sans-éclats ou tarnished, des espèces de non-morts. Il y a O'Hara Lou, chef des terres stériles, Masque d'Or le toujours brillant, Fia la compagne de lit mortuaire, tout un concept, l'abject coprophage dont je vous ai parlé au début. Pour être clair, coprophage ça veut dire mangeur de caca. Voilà. Je vous laisse assimiler l'info. Et surtout, ayant une pensée pour la personne qui a proposé cette idée un lundi matin en réunion. Et du coup, on l'appellerait Dungiteur. Par rapport au fait que... Oui, non, mais j'ai compris l'idée. Je peux boire un café d'abord? On a aussi Sir Gideon Ofnir l'Omniscient, et pour finir, nous-mêmes, un sans-éclat banal et insignifiant. Et du coup, on doit essayer de devenir Seigneur d'Elden. Pourquoi? Eh ben parce que c'est rigolo et qu'on a payé le jeu 60 balles, voilà. Allez, let's go, on se réveille, on a à peine le temps de faire 3 pas et quelques roulades que paf, on se fait latter le cul par un enfant araignée plein de bras qui donne déjà le ton du dégueulasse. Ah non mais regardez-le. Pas de panique, c'est le boss de début, on est censé perdre contre lui. On arrive alors dans Limgrave ou Necroland, et c'est beau. Et ça, vous voyez, une lueur qui semble vouloir nous guider vers la bonne direction. Mais attention, spoiler! On ne le sait pas encore bien sûr, mais si vous suivez vraiment cette lueur dès le début, croyez-moi, c'est le meilleur moyen de vous faire torcher les fesses sans papier. Ça fait mal. Et c'est exactement ce qu'on va faire puisqu'on est des joueurs innocents pour l'instant. Donc on part à l'aventure et si tout va bien, on se fait directement violer par la sentinelle de l'arbre. On rencontre notre premier marchand que j'ai d'abord pris pour le Père Noël. On rencontre ensuite Mélina, une borgne dont on ne sait pas grand chose, mais on va souvent la voir, elle nous aide et elle nous file un cheval à cornes qui s'appelle Torrent. Dans la foulée, on rencontre aussi une espèce de sorcière à 4 bras appelée Rani. Puis on aperçoit un château, et c'est génial parce que la lueur va vers ce château. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va au château, et on tombe sur Margit, apparemment un SDF qui en a gros sur la patate, et qui va se faire un malin plaisir de nous faire goûter à sa grosse matraque. Un peu plus loin dans le château, on tombe sur Godric, peut-être le papa du petit greffé du début, parce qu'il a lui aussi des membres greffés de partout et c'est dégueulasse! Si vous lui faites suffisamment mal, le gars va se couper un bras pour coller une tête de dragon à la place. Je sais pas si c'est marrant ou vraiment affreux. Une fois qu'on a fini ce château, on part visiter Poudlard, l'académie de Raya Lucaria, pour aller se friter avec Rennala, reine de la pleine lune, et apparemment mère des enfants tarés estropiés. Oh bordel, regardez-les, ils sont malaisants là! En même temps, le fait qu'on doive tuer les gosses avant la mère, c'est très chelou les gars. Potentiellement, une fois que vous avez rectifié la maman dépressive, vous allez visiter Caelid, un coin charmant qu'on pourrait facilement confondre avec les enfers. Enfers dans lesquels vous pouvez d'ailleurs atterrir très tôt dans le jeu, si comme moi, vous avez la manie de tout explorer. Vous risquez alors d'ouvrir un certain coffre qui est en fait piégé et qui vous téléporte dans cette région de malheur alors que vous n'avez pas du tout le niveau requis. Je vous dis pas la panique qui m'a habité le temps de sortir de cet enfer. Bref, c'est donc possible qu'après avoir saucé la mer des estropiés, vous vous rendiez de votre plein gré ici, dans le but principal d'affronter le général Radan, un monstre de 10 mètres qui a perdu la raison et passe son temps à errer sur son pauvre cheval Léonard quand il n'est pas en train de bouffer ses anciens frères d'armes. Et ça, c'est pas dégueulasse. Une fois que vous l'aurez vaincu, vous irez peut-être faire un tour au manoir du volcan pour affronter le serpent géant, qui s'avère en fait être Ricard, le seigneur de l'apéro... Non. Le seigneur du blasphème. Et surtout le seigneur du dégueulasse. Regardez ça. C'est lui qu'on voyait se faire becter la gueule dans la cinématique du début, en fait.
Enfin, après cette nouvelle horreur, direction Leyndell, la capitale, pour affronter Morgoth, qui ressemble beaucoup à Margit. Peut-être parce que c'est le même, oui, non, on sait pas. En tout cas, il a toujours sa belle tunique de clochard, sauf que là, il casse son bâton pour dévoiler son épée apparemment trempée dans l'essence. Après quelques morts, on arrive à le vaincre et on essaye d'accéder à l'arbre de Noël, mais accès fermé par des grosses ronces, donc on doit aller chercher du Roundup pour tout cramer. C'est-à-dire qu'on doit aller récupérer un feu spécial qu'on ne trouve que dans un chaudron géant, gardé par un géant de feu cyclope du ventre, qui va bien sûr nous accueillir chaleureusement, à bras ouverts. Potentiellement vous êtes curieux ou maso et vous êtes aussi passé entre les mains de Malenia qui est la pire boss du jeu et entre celle de Mog le démon aux pratiques sexuelles douteuses dont on reparlera plus tard. En tout cas après avoir récupéré le feu du chaudron, Mélina la borgne prend le relais et s'immole pour enflammer carrément l'arbre lumière. Pendant ce temps, nous on a été envoyés dans un endroit chelou où on va se faire utiliser comme serpillière par des embêtes, des dragons et surtout par ce type en soutane là. Il n'est pas l'abbé Pierre. Ce curé s'avère en fait être Maliket, un espèce de loup-garou, gardien de la rune de la mort. Si tout va bien, il va vous utiliser comme nonos quelques fois avant que vous en veniez à bout. On revient à l'arbre qui est du coup en feu. On est gentiment accueilli par Godfrey qui est un lion fantôme sur le dos dont il va se débarrasser pour révéler qu'il est en fait Waralou. Vous savez, le sans éclat qu'on a évoqué au début. Une rencontre chaleureuse puisqu'il va nous inviter à une séance de massage, pliage, repassage... Option acupuncture. Après quoi on pénètre enfin dans l'arbre-monde, on découvre la fameuse Marika qui était emprisonnée, mais elle est à l'état de statue fragile. Et là on est content, on se dit qu'on va la libérer et que c'est bon, on va devenir seigneur d'Elden. Ah non, bien trop simple pour un jeu From Software. Non, Marika mute pour devenir Radagon, qui est censé être son mari, donc, et qui va nous utiliser comme une enclume pour son marteau de Thor. Là on a le droit à une musique très très cool. Si vous parvenez à le battre, attention, ne criez pas victoire trop vite, parce que ça fait pas redevenir Marika. Non, ça fait apparaître le monstre du Loch Ness, enfin, la bête d'Elden, qu'on va donc détruire aussi. Mais franchement, on dirait un diplodocus avec des ailes de bébé, non? Et voilà, après ça, on devient seigneur d'Elden, ou seigneur du chaos, ou consort de Ranni, bref, ça dépend suivant les choix qu'on a fait précédemment. Mais ça, c'est pas le sujet. Bravo, fin du game. Alors, vous avez tout compris? Non? Rassurez-vous, c'est normal. Parce que comme pour tous les autres jeux de ce studio, l'histoire ne nous est pas racontée dans une narration classique et compréhensible. Bah non, ça serait beaucoup trop facile et agréable. Et on joue pas au Soulsborne pour prendre du bon temps, ça se saurait. Oh non, il y a carrément un terme utilisé pour décrire le style narratif de ces jeux. Cryptique. Une narration cryptique. Ça veut dire caché et dissimulé. Concrètement, ça veut dire que pour comprendre un minimum ce qui se passe, tu dois t'emmerder à lire les descriptions des objets. Des objets, bordel. Tu dois lire des centaines de descriptions d'objets pour entrevoir les grandes lignes de l'histoire. Et on te dit non, mais c'est une narration cryptique. Allez, admettons. Pourquoi pas, hein? Après, moi, je remarque juste que entre créer des cinématiques pour raconter une histoire ou envoyer des fichiers texte de 3 lignes par objet, ça demande pas le même effort de travail, hein. Mais bon. Allons-y pour la narration cryptique. Bon, du coup, ça parle de quoi? Je précise que je ne parle que de l'univers connu dans le jeu de base. Je ne prends pas en compte les informations qui sont contenues dans le DLC qui est sorti durant l'été 2024. Ça va venir. Et ben en gros, ça parle de puissances divines qui font une énorme partie d'échecs. Le plateau de jeu, c'est des mondes comme celui de l'Entreterre où se déroule notre aventure. Et les pions, ce sont nous les joueurs et les boss, on va dire. Le but de ces déités, c'est apparemment de s'étendre et de dominer, quoi. C'est des humains, en fait. Donc en gros, ils s'implantent sur des mondes en choisissant une espèce de champion qu'ils vont positionner officiellement comme le dieu de ce monde, ce qui est coquin, parce qu'ils savent très bien qui sont les vrais dieux. En tout cas, ce faux dieu choisit un partenaire qui devient son consort, son époux, quoi, le seigneur d'Elden dans le cas présent. Ça, c'est pour les règles du jeu entre les déités. Pour en revenir à l'Entreterre, apparemment, au commencement du monde, il y avait un autre arbre que celui qu'on voit dans le jeu. Un arbre gigantesque sous lequel il y aurait eu le creuset primordial, une sorte de chaudron géant qui contenait toutes les formes de vie mélangées les unes aux autres. Est-ce que c'est une forme de déité? Ben, je sais pas, mais en tout cas, un beau jour, il y a une déité extérieure qui se dit qu'elle veut coloniser ce monde, et pour ce faire, elle envoie une étoile dorée sur cette planète. Cette entité, c'est la volonté suprême, et c'est d'elle dont il est beaucoup question dans le jeu. Et elle a donc opté pour un branding luxe basé sur l'or, le doré, le parfait. Elle envoie donc son étoile colonisatrice, et dans cette étoile, il y a la bête d'Elden qui est donc sa représentation sur Terre. Enfin, Terre. Vous avez compris quoi. Et oui, tout commence en fait avec la Elden Beast, alors que le jeu s'achève avec la Elden Beast. C'est rigolo, hein. Si, c'est rigolo. C'est rigolo. En tout cas, la bête dans sa vraie forme ressemble donc au monstre du Loch Ness, mais elle est aussi le cercle d'Elden en fait, c'est-à-dire un entrelac de runes magiques qui, une fois en place, confère une sorte de système de règles au monde qu'elle domine, comme si c'était un programme qui définissait ce qui est possible en son sein. J'adore ce mot.
Alors j'ai pas vraiment trouvé qui avait été le premier dieu choisi par la volonté suprême, mais je sais que le premier seigneur d'Elden, c'est Placidusax, ce dragon à plusieurs têtes qu'on affronte dans le jeu. Bizarre d'ailleurs, parce que le jeu nous présente plutôt Godfrey / Oaralu comme le premier seigneur d'Elden. C'est comme si on avait cherché à cancel le premier duo. Probablement pas assez inclusif. En tout cas pas autant que le fait d'avoir Marika la non-binaire comme déesse du monde. Oui, parce que bon, je pense que vous avez compris, mais celle qui est représentée comme la déesse, c'est donc Marika la Numène. Oui, c'est le nom de son peuple. Bon, et du coup, comment on appelle le peuple de Marika? Ah ben c'est une humaine. Alors oui, visuellement c'est une humaine, hein, mais l'idée c'est de trouver un nom plus original pour le jeu. Oui, c'est une humaine. Rappelez-moi qui c'est déjà? Le fils du nouvel actionnaire majoritaire. Ah. Et ben va pour les Numènes. Donc oui, il y a un moment où le peuple des Numènes arrive dans Donsezou pour envahir l'Entre-Terre, et dans ce peuple, il y a Marika l'Empyréenne. Ne craignez rien, les mots bizarres vont s'arrêter à un moment. Mais donc c'est quoi un Empyréen, Jamy? C'est en fait des gens présélectionnés par la volonté suprême, et c'est parmi les Empyréens que se trouve en fait à chaque fois le dieu du monde. Donc en gros, les Empyréens, c'est les nominés aux Oscars, mais il y a un seul qui reçoit le trophée, quoi. Et vous savez comment la volonté suprême communique et désigne ces Empyréens? Tada! C'est dégueulasse, hein? Et ben ça, c'est l'équivalent des anges pour la volonté suprême. Des doigts poilus, répugnants, qui en plus sont obligés de passer par cette espèce de mamie mort-vivant là qu'on m'interprète. Franchement, quand tu vois ça, je suis pas sûr que j'aurais envie d'être élu. Hein. Viens, approche. Non, mais ça va. Je vais rester avec l'ego, moi. Hein? Et comme je vous disais, il y a d'autres divinités supérieures, dont une qui concerne la flamme exaltée. Et ben elle aussi, elle s'exprime avec un ange. Mais pourquoi? À quel moment les mecs ils se disent tiens, si on mettait des doigts? Tu es l'élu de la volonté suprême, acceptes-tu ta quête? Je vais y aller, moi. En tout cas, il y a un truc plutôt cool pour les empyréens de la volonté suprême, c'est que ça te munit d'une ombre, c'est-à-dire d'une sorte de loup-garou qui te protège tant que tu restes aligné avec la volonté suprême. Dans le jeu, on a donc Blade qui est l'ombre de Ranni, et surtout Maliketh qu'on a vu et qui est en fait l'ombre de Marika elle-même. D'ailleurs, je connais que ces deux exemples, donc c'est peut-être pas tous les empyréens. Bref, Marika est donc devenue la déesse de son ère et a imposé son pouvoir à travers l'Ordre d'Or. Et c'est donc à peu près là qu'apparaît l'Arbre-Monde tout en lumière dorée. Comme je vous disais plus tôt, le Cercle d'Elden, c'est un programme qui contient des règles de fonctionnement du monde imposées par la volonté suprême. Et ben Marika, comme elle a quand même un fond un petit peu rebelle, elle se dit qu'elle va aller mettre les mains dans le compte pour bidouiller un petit peu les règles. Elle retire la rune de la mort du Cercle d'Elden et elle demande à Maliketh de l'incorporer à sa lame noire. Ça veut dire qu'elle a carrément retiré le concept de mort du monde. T'imagines le cheat code? Par contre, ça me fait me dire aussi que t'as pas intérêt à cheer quand tu vas trifouiller dans les runes. Hein. Merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai pété la rune du plaisir personnel. Et alors? Et alors, ça veut dire que tu peux plus te... Quoi? Ah non, eh oui. Ah non. Non, c'est pas possible ça, Marika. Non, il faut réparer là. Marika, il faut faire quelque chose. Alors ça donne l'impression que Marika, elle est trop cool puisqu'elle a retiré la mort du monde. Mais non. Déjà, elle a pas totalement retiré la mort. Elle a retiré la mort prévue, destinée, et seulement pour les empyréens. Donc les demi-dieux, du coup, ça limite énormément la portée du truc en fait. Et puis c'est pas comme si elle avait juste jeté la rune de la mort aux oubliettes. Hein. Non, elle l'a intégrée dans l'arme de son ombre. Donc elle devient la seule personne vraiment capable de tuer les autres empyréens. Autrement dit, elle devient surpuissante et source de terreur. Et si vous avez encore des doutes sur ses intentions, sachez qu'avec son ordre d'or, qui est un espèce de corps religieux militaire, elle impose sa vénération unique aux autres peuples. Oui, parce que du coup, il y a d'autres peuples que les Numènes et d'autres déités représentées. Pour établir sa domination, en plus de sa rune de la mort, elle se choisit un seigneur d'Elden, le sauvage chef des Badlands, Oaralu. Elle le renomme Godfrey, et c'est à partir de là qu'il va se balader avec cette espèce d'esprit de lion sur le dos. Un être qui est là pour calmer sa férocité et sa soif de sang. Ah, si seulement je pouvais avoir ça pour calmer mon envie de bouffer. Juste un burger de plus. Oh non. Une frite? Non plus. T'es lourd. Toi t'es gras. Ainsi aidé par Oaralu et son armée, Marika Dolph peut tranquillement commettre génocide sur génocide. Par exemple sur le peuple des géants de feu. Vous vous rappelez de ce sympathique géant qui a fait des marrons grillés avec nos kiwis? Bon, à la base, avec son peuple, ils ont donc la flamme de la ruine, un feu surpuissant offert par une autre déité. Un feu capable de brûler l'armement, donc une menace pour Marika. Là pareil, on peut se dire qu'elle fait ça pour se protéger, elle et son peuple. Ouais, enfin, vous savez ce qu'elle fait au dernier survivant des géants de feu? Comme elle peut pas détruire la flamme de la ruine, elle va jeter une malédiction au dernier survivant. À partir de ce jour, il est forcé de protéger la flamme pour l'éternité. Donc oui, c'est ce pauvre bougre qu'on affronte des siècles plus tard. Ah, on est sur une bonne petite saloperie, hein. Une déesse qu'on n'a pas envie d'emmerder, du coup, quand elle demande à Godfrey de lui faire des marmots,
Le guerrier moufte pas et bam bam bam, 3 garçons naissent de cette union. L'aîné c'est Godwyn le Doré, digne descendant de sa mère, lui c'est un peu le blanc parfait. Et les deux autres, les jumeaux, c'est hélas une autre histoire. Ils souffrent d'une forme de malédiction liée au creuset primordial dont je vous ai parlé. C'est comme si lors de leur incubation, ils avaient fait un passage par le chaudron, qu'ils avaient récupéré plein d'excroissances des différentes espèces mélangées. Résultat, Marika accouche de 2 petits monstres cornus. C'est hélas une malédiction qui touche d'autres nouveau-nés des Numènes. Je dis hélas parce qu'en plus d'être disgracieux, cette malédiction est un véritable blasphème pour les religieux de l'ordre d'or de Marika. C'est une manifestation du creuset primordial, donc de ce qui était présent avant la volonté suprême et l'ordre d'or. Autrement dit, c'est un rappel qu'il existe autre chose que la volonté suprême. Et ça, normalement, c'est cancel. Donc toute la bande de l'ordre d'or est archi intolérante envers ces enfants qui sont désignés comme étant des réprouvés, traduit de fel omen, qui est plutôt mauvais présage. En général, les excroissances de ces marmots sont coupées à la naissance, ce qui entraîne souvent leur mort. Mais là, ce sont les fils de Marika quand même, donc les petits sont épargnés. Enfin, épargnés. On les balance quand même dans les égouts sous la capitale où ils sont bien enfermés et ils passent là toute leur enfance. Sympa. Et bam, l'éducation positive. Donc bon, au final, j'ai pas plus de vannes que ça, parce qu'en vrai, même si les deux ils sont dégueulasses, bah je trouve l'histoire super triste. À moins de que ça touche les enfants, ça me fout en l'air. Bref, les deux mutants aux égouts, mais ce BG de Goldwyn, lui, devient toujours plus un giga Chad au point de mener pour sa mère une guerre victorieuse contre les dragons. Et hop, un génocide de plus. Ainsi, petit à petit, tous les ennemis de Marika sont défaits. Tous ? Un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Il s'agit de l'académie de Raya Lucaria qui est donc dirigée par Rennala, l'autre maman chelou qu'on a vu dans le jeu là. Bon, à l'époque, elle est pas en dépression, donc elle et ses magiciens, ils sont tellement solides que même Marika ne peut pas l'emporter. Elle perd pas non plus, hein, attention. Mais elle n'arrive pas vraiment à prendre le dessus. Ex aequo. Les deux factions se tiennent ainsi en respect jusqu'à ce qu'un individu change la donne. Pendant les affrontements, un mystérieux guerrier de Marika gagne en renommée. Il se fait appeler Radagon. C'est officiellement un champion de Marika qui va soi-disant tomber amoureux de Rennala et lui faire 3 bébés, Rani, Radan et Ricard ou Ricard. Donc oui, la sorcière à 4 bras, le géant cannibale et celui qui s'est accouplé avec le serpent. Ah, on est sur une belle famille en or. Mais bref, ce qui est important là, c'est que maintenant qu'on a vu le jeu, on sait que Radagon, c'est pas un champion de Marika. C'est Marika elle-même, bordel! Je sais pas encore comment, parce que je dois encore creuser quelques explications avec le DLC, mais apparemment, l'entité Radagon Marika a été capable de se splitter en deux. Est-ce qu'on pourrait pas l'appeler Radika ou Maragon d'ailleurs? Ou alors elle se transforme en l'un puis l'autre suivant les besoins. Je connais pas les détails du processus, mais le fait est que c'est la même personne. Et que c'est donc Marika en fait qui fait des bébés à sa vieille ennemie. J'aime bien du coup. Pardon. Bon et du coup après ça, les choses s'apaisent, Marika elle domine et puis elle cohabite avec les magiciens. Donc on bascule sur une période de paix qui est plutôt bienvenue après tous ces génocides. Mais ça dure pas si longtemps parce que l'autre psychopathe a choisi ce moment de calme pour avoir une crise existentielle. Elle commence à se poser des questions sur la volonté suprême et le bien fondé de ses guerres. C'est bien, bon timing là. Ah tu sais Godfrey, parfois je me demande si j'ai raison de faire tout ça. C'est-à-dire, je sais pas, mais parfois je me dis, peut-être qu'on devrait pas mener toutes ces guerres pour la volonté suprême. Quoi, mais enfin on en a buté encore 200 ce matin et c'est seulement maintenant que tu te poses des questions? Oh, mais il a des couilles qui lui ont poussé pendant la nuit celui-là. Et c'est à peine une vanne, hein, parce que dans sa logique de remise en question, Marika décide vraiment de bannir Godfrey et ses soldats de l'Entreterre en leur retirant leur grâce. Ils sont donc disgraciés. Donc plus d'éclats dorés dans les yeux, donc des sans éclats, tarnished, comme nous. Ah, une belle récompense pour toutes les bagarres menées en son nom. Hein. Bon, et là ça devient complètement tordu, parce que l'histoire nous dit que Radagon, donc Marika, voit dans la disgrâce de Godfrey une occasion de prendre la place de Seigneur d'Elden. Donc il quitte Rennala qui, comme on l'a vu, va légèrement perdre pied, pour retrouver Marika et lui faire des bébés. Là je comprends pas, parce que soit c'est un seul corps qui se partage et du coup je vois pas vraiment comment te faire des bébés, moins d'être très souple, soit c'est une seule âme qui est partagée entre deux corps. Dans tous les cas, c'est dégueulasse. Si demain j'avais l'occasion de me splitter et moi d'être la version femme, je me demanderais pas de me faire des bébés à moi-même. En tout cas, Marika, encore une fois, des jumeaux. Malenia et Michaela, 2 enfants maudits pour changer. Probablement parce que papa et maman sont la même personne. Malenia est le réceptacle d'un truc qui s'appelle la putréfaction écarlate. Apparemment, une espèce de déité ancienne qui se manifeste comme un mélange de toutes les maladies. Oh, toujours plus crado. Hein. Et Michaela, lui, sa malédiction, c'est qu'il reste un enfant toute sa vie. Alors, si on peut choisir, moi je prends ça là. Hein. Les deux s'aiment beaucoup en tout cas. Malenia se présente d'ailleurs toujours comme Malenia, Blade of Miquella.
Et ça se comprend parce que le petit lui a créé une aiguille d'or pur qui permet de stopper la prolifération de la putréfaction écarlate. J'insiste bien sur le pur car apparemment ça veut dire que l'ordre doré n'est pas pur, on en reparlera un peu plus tard. En tout cas, ça agrandit encore la famille de Madagon et surtout le nombre de leurs enfants maudits ou qui vont subir des sorts horribles. Parce qu'après la naissance des deux derniers, Ranni la sorcière, qui est donc la fille de Radagon et Rennala, va lancer un de ses plans. Elle adore lancer des plans. Et à partir de là, vous allez voir, vous allez facilement recoller les morceaux de l'histoire par rapport à la cinématique du début. Pour commencer, elle vole un éclat de la rune de mort à Malekith. Et ça me fait poser deux questions. D'abord, comment on prélève un éclat de rune? Et surtout, comment on vole ça à cet animal de Malekith qui a planté la rune dans sa lame? Après, Ranni, elle a 4 bras, donc il y a peut-être une diversion avec 2 bras, pendant que les 2 autres, tu vois, essaient de... je sais pas. Bref, avec cet éclat de rune de la mort, elle fait forger des couteaux noirs pour se petit suicider et renoncer ainsi à son statut d'empyréenne, se sortant ainsi de l'influence de la volonté suprême. Alors pour ça, c'est technique, il faut qu'elle arrive à tuer son corps tout en gardant son esprit vivant. Ne me demandez pas comment c'est possible, moi je suis encore bloqué à l'idée que Marika égale Radagon, donc ce que je sais quand même, c'est que pour que ça fonctionne, elle doit mener l'opération inverse sur un autre empyréen, donc tuer son âme et conserver son corps. Et comme il n'y a pas beaucoup d'empyréens dispo, elle choisit son giga-chat de demi-frère, Godwyn. Peut-être parce que c'est le chouchou de Marika aussi, hein, jalouse. Ranni fait donc tuer Godwyn par des assassins à qui elle a filé les couteaux noirs, et elle accomplit son rituel qui lui permet ainsi de se réincarner en une espèce de fantôme dans un corps de poupée. Godwyn, lui, est mort. Enfin, son âme est morte. Son corps, lui, est vidé de son essence, et ne peut donc pas totalement mourir. Cette situation contre nature crée une sorte de malédiction ignoble. Son corps mute et se met à répandre des racines noires partout dans l'entreterre, propageant une contamination qui crée des morts vivants. En français, on appelle ça les morte-fleurs, mais le vrai nom c'est Death Roots, donc plutôt racines de mort. Ah merci Sister Ranni en tout cas. Suite à cet événement tragique, Marika pète un plomb et brise le cercle d'Elden, pendant que Radagon tente de le réparer. C'est donc bien ça qu'on voit au début. Bonjour le dédoublement de personnalité. Forcément, ça plaît pas à la volonté suprême qui décide donc de punir Marika en l'enfermant dans l'arbre-monde. Voilà donc pourquoi elle était introuvable. Et donc après ça, les guerres éclatent entre les enfants de Marika / Radagon. T'as Morgoth, donc le jumeau mutant SDF, qui lui, malgré son enfance de merde, continue à vénérer l'ordre doré et la volonté suprême. Mais qu'est-ce qu'il a pas compris, lui? On veut pas de toi, mocheté! Pas rancunier, le type. Bon, et du coup, il défend la capitale de Lendel contre les autres excités comme Radahn. A l'inverse, t'as son frère Mog qui lui voue une haine son nom à l'ordre d'or. Logique, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que c'est cette haine qui l'a rendu réceptif à d'autres pouvoirs? Bah, je sais pas. Mais le fait est que pendant son isolement forcé, il s'est mis à percevoir un écho, une présence. Il comprend petit à petit qu'il s'agit d'une divinité lointaine, la mère informe. Après un certain temps, cette divinité se manifeste finalement à Mog en embrasant son sang, le désignant comme une sorte de champion de son culte. Mog s'échappe alors de sa prison pour s'établir dans des ruines souterraines. De là, il réfléchit à des plans dans l'idée de remplacer la volonté suprême et l'ordre d'or par la mère informe et sa nouvelle lignée, la dynastie Mogwyn. Et grâce aux guerres en cours, son opportunité va venir. Vous vous souvenez, je vous ai dit que Miquella, pour protéger sa sœur Malenia, il avait créé une aiguille d'or pur grâce à laquelle il arrivait à contenir la putréfaction écarlate. Et j'ai insisté sur le pur parce que ça sous-entend que l'ordre doré n'est pas pur à ses yeux. En fait, il a développé l'idée et il a carrément créé son propre ordre qui accueille toutes les races, même les réprouvées. Donc avec son aiguille, voilà, il soigne Malenia comme il peut, puis il s'en sert en fait sur lui-même pour échapper à la volonté suprême. Tout ça avec une aiguille quand même Ah non, ça suffit, l'aiguille multifonction créée par un enfant là. Non, ça, non. C'est quoi la suite après là? De l'inceste entre frères? Ah non. Ah non. J'ai fait la blague un peu tôt, mais vous allez comprendre. Prochaine étape pour Miquella, tout simplement, tenter de devenir un véritable dieu. Et pour ça, il faut d'abord qu'il se transforme en arbre-monde. Un projet tout à fait normal pour un enfant équilibré. Du coup, pendant qu'il se transforme, Malenia le protège. Blade of Miquella, tout ça quoi. Mais vu que ça part en couille entre tous les rejetons divins, elle doit aller se battre avec Radahn. C'est d'ailleurs pendant ce fight qu'elle déclenche sa phase 2 pour la première fois, dans une explosion si forte qu'elle éclabousse tout autour d'elle de plein de giclées de putréfaction écarlate, qui est, je vous rappelle, un mélange de toutes les maladies possibles. Tu m'étonnes que Khalid soit devenu la porte des enfers après ça. Radahn est touché, c'est donc pour ça qu'il perd la raison et bouffe ses hommes ensuite. Donc dites-vous bien qu'on affronte un type vachement amoindri pour le coup. Ouf. Bon, et pendant que les demi-frères-sœurs là se battent dans du pu, le gros Mog profite de l'absence de Malenia pour venir voler le cocon qui contient le corps endormi de son demi-frère Miquella. Soufflez un bon coup parce que la suite c'est costaud. Mog dépose le cocon avec le corps d'enfant de son demi-frère inconscient sur un os pelvien géant. Déjà, what the fuck. Il l'abreuve ensuite du sang de la mère informe. L'idée c'est d'en faire un dieu
au même titre que Marika est la déesse choisie par la volonté suprême. Miquella deviendrait le dieu du sang de la mer informe. Et Mog, eh bien il deviendrait l'équivalent du seigneur d'Elden pour Miquella. Donc son époux. Oui, l'époux de son frère. Allez, je m'attarde pas trop là-dessus pour éviter de vomir. Donc Mog et Miquella, c'est fait, hélas. Radahn, c'est fait. Malenia, c'est fait. Godric, bon lui apparemment il a des origines lointaines avec la lignée de Marika, mais on sait pas vraiment lesquelles. Ah oui, et il y a Ricard aussi, le frère de Radahn et Ranni. Bon, bah lui c'est pendant cette période de guerre qu'il se laisse posséder par le grand serpent là. Ah, putain, dès que je le vois, c'est dégueulasse. Et au final, bah on a que Ranni la conspiratrice qui s'en sort pas si mal. Hein. Bon, elle est morte et ressuscitée, mais franchement, ça va. Et voilà donc dans quel joyeux bordel on débarque au début du jeu pour essayer de latter tout le monde, récupérer les runes et devenir le nouveau seigneur d'Elden. Alors oui, on arrive littéralement après la bataille, un peu comme une petite merde opportuniste, mais vous verrez qu'après vous êtes fait poncer de sif des dizaines de fois, vous vous direz, bon, c'était pas si mal de pas arriver trop tôt à la soirée. Ah, tout ça est taré, hein. Et vous savez quoi? Il y a quelques mois, une extension du jeu est sortie. Je crois qu'il va falloir que je reparte en enquête, parce qu'apparemment, il y a plein d'infos que je vous ai dit qu'on va comprendre différemment grâce au DLC. Notamment cette histoire sordide avec Mog. En tout cas, ça change pas qu'Elden Ring est un jeu dégueulasse. Et je vous ai épargné les détails sur les zigotos comme l'autre mangeur de caca ou toutes les bestioles dégueulasses du jeu là. Hein. Mais si ça vous intéresse, vous me le dites, et pour vous, j'irai creuser dans la merde. Allez, n'hésitez pas à venir jeter un œil à mon Patreon pour voir les coulisses et soutenir la chaîne. Et moi je vous dis, bisous.